Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24 pour cette édition spéciale consacrée au deuxième forum économique de la francophonie, un événement placé sous le signe de l'appel à l'action. Et alors que la cérémonie de clôture vient de prendre fin, nous allons pouvoir commenter, analyser et décrypter les conclusions de cet événement. Nous sommes pour cela en compagnie de notre éditorialiste Alfred Chongo et de Mohamed Ly, président de Think Tank IPOD. Messieurs, soyez les bienvenus. Merci Graziella. Alors, tout de suite, Alfred, que peut-on retenir de ce deuxième forum économique de la francophonie? On peut retenir beaucoup de choses, Graziella, mais en prime, il faut noter la continuité entre ce sommet et le premier qui a eu lieu un an jour pour jour à Dakar, qui fixait au fond le cadre ou le lancement de cette francophonie économique. Et au fond, ces deuxièmes forums avaient pour but justement autour de 5 thèmes, de 5 enjeux: l'éducation, l'intégration des femmes, la jeunesse, le numérique et le partenariat public-privé, de passer de la parole aux actes. Et donc, on a fait venir des décideurs à la fois politiques, économiques, culturels et sociaux pour jeter les bases justement de cette francophonie économique. Pour éviter justement qu'on reste sur le verbe. Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour intégrer les femmes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer la jeunesse, pas seulement africaine, mais francophone, dans les programmes et les projets de la francophonie? Voilà les enjeux importants. Il faut ajouter à cela la question du développement durable, puisque le COP21 va se tenir bientôt ici en France, et donc comment articuler au fond cette francophonie économique, d'une part, aux enjeux, aux objectifs du développement durable post-2015, et en même temps commence à la COP21. Et il ne faut pas oublier non plus, pour un certain nombre de chefs d'État africains, comment articuler cela, par exemple, au sommet Inde-Afrique qui a lieu au même moment en Inde que ce sommet-là. Donc ça fait toute une série de choses qui ont été dites. Et puis on a entendu le ministre des Affaires étrangères au fond de Madagascar. On a appelé justement à la concrétisation d'un certain nombre de ces objectifs-là, notamment en termes de numérisation pour Madagascar, pour le 16e sommet de la francophonie qui va se tenir l'année prochaine à Antananarivo. Mohamed, quelles sont les véritables potentialités de l'espace francophone? L'espace francophone, c'est tout simplement aujourd'hui le 6e espace géopolitique du monde. Donc, les potentialités de la francophonie, et je veux même parler de la francophilophonie, concept qu'a créé Jacques Attali, on le sait, tous les chiffres, 16% du PIB mondial, 7% de croissance en moyenne dans cet espace-là et 14% des ressources minières et énergétiques mondiales. C'est aussi, et tout cela qu'avec 4% de la population mondiale. Donc, pour être convaincus, les États membres de l'OIF, les États francophilophones qui sont observateurs et pas membres, aujourd'hui ont acquis la certitude que la francophonie peut être un levier de croissance. Ce n'est pas encore démontré. Et dans la mesure où, comme on l'a dit, que ce développement qui va être créé dans cette francophonie économique soit un développement inclusif et partagé. Mais quand on s'arrête là, on aura tout faux. Il faut rajouter, réduisons la pauvreté et les inégalités dans tous les pays francophones. Pas seulement dans les pays du nord de la francophonie qui, je ne le crains, n'ont qu'une question en tête: comment l'Afrique peut devenir une terre de croissance pour leurs économies. Donc moi je suis un peu dérangé parce que tout le monde l'a repris toute cette journée, qui est une excellente journée, une très belle journée donc de réflexion. Il y a eu une concentration de compétences et de connaissances du monde francophone et un élan extraordinaire. Mais moi, parler de solidarité économique en francophonie, j'y crois pas. Je veux parler d'opportunités économiques en francophonie. Elles ne datent pas d'aujourd'hui.
la Côte d'Ivoire, c'est le premier exportateur de cacao et que la Suisse et la Belgique, qui sont francophones et du Nord, ont donc une connaissance du chocolat et des produits dérivés qu'aucun autre pays n'a. Et jusque-là, c'est il y a 1 an que la Côte d'Ivoire a commencé à faire. On peut donner des exemples comme ça. La RDC peut, les 50 pays africains, leur donner de l'énergie par son hydroélectrique. Au Canada, on peut trouver Hydro-Québec qui est expert en ça. Le Cameroun n'exploite que 20% du tronc d'arbre qu'ils exploitent, alors qu'au Canada, c'est 80%. Donc, les opportunités sont là, mais mon problème, c'est que il ne faut pas que cette francophonie économique soit une francophonie où les pays du Nord se disent « nos économies se sont essoufflées, comment aller en Afrique, récupérer de la croissance ?» Et ça, ce sont les pays africains. Les pays du Sud, donc de la francophonie, qui doivent avoir la stratégie et l'intelligence économique, comme Jacques Attali l'a fait pour la France, et ce que je peux très bien respecter. Il faut qu'on ait la même démarche et la même vision de ces enjeux-là pour que ce soit du vrai win-win et de l'action en réalité. À ce propos, Alfred, comment faire en sorte que l'espace francophone profite aux économies africaines ? C'est en mettant en place un partenariat justement respectueux à la fois de chacune des identités de chacun des pays du monde francophone, en transférant les compétences ou en les partageant entre ceux qui possèdent la technologie et ceux qui possèdent les matières premières. Aujourd'hui, effectivement, l'Afrique est le réservoir de la croissance mondiale. Et que donc, on le voit, les Chinois, ils viennent en Afrique. Aujourd'hui, les Indiens, les Brésiliens, etc., viennent en Afrique parce qu'ils savent que la croissance, elle est là-bas, que les matières premières sont en Afrique. Justement, n'est-ce pas compliqué de promouvoir justement les partenariats entre cet espace francophone au moment où on a l'impression que l'essentiel des pays francophones se tourne davantage vers les pays anglophones? Oui, c'est vrai oui, Graziella, vous avez parfaitement raison de craindre effectivement cela. Mais en réalité, tout dépend de la volonté politique francophone. Dans l'ensemble. Ce sont les dirigeants qui fixent le cap, qui fixent le cadre. Non pas en termes de rivalité ou d'opposition, de conflit avec le monde francophone, non. En essayant d'abord à l'intérieur de la francophonie même, donc de promouvoir ces échanges intelligents entre le Nord et le Sud, transfert des compétences et technologies, mise en place des industries de transformation en Afrique, non plus que des infrastructures, des industries d'extraction et d'exportation tout simplement des matières premières, et en même temps en créant des synergies, des passerelles avec le monde anglophone, puisque nous sommes dans un monde globalisé. Donc cette mondialisation peut profiter aux uns et aux autres pour peu qu'il y aurait de la bonne volonté de la part des uns et des autres, et surtout le respect des cadres qui sont fixés par les partenaires francophones à l'intérieur de ce monde francophone. Il est vrai qu'on a l'impression que l'espace francophone accuse beaucoup de retard par rapport à d'autres espaces comme le Commonwealth, par exemple, Mohamed. Vous avez parfaitement raison de le dire, et c'est pour ça que je récuse la belle idée, mais l'expression de solidarité économique. Quand nous feuilletons le dernier rapport du Fonds monétaire international, pour les 25 pays les moins riches au monde, ils s'y retrouvent 15 pays, c'est-à-dire 60% des pays les moins riches au monde sont des pays africains et francophones. C'est quand même, ça doit quand même nous interpeller. Mais ce n'est pas catastrophique parce que nous savons qu'on est pauvres en Afrique. Nos populations le savent. La question qu'on doit se poser, c'est qu'à partir de ces indicateurs-là, de pouvoir mesurer quelle est l'ampleur du travail, de la labeur qui nous attend pour hisser nos pays à des niveaux de vie pour nos citoyens qui vont avec la dignité humaine. Et ça, ce sont les pouvoirs publics, donc africains en général, et comme on est dans le cadre de la francophonie, des pays francophones qui doivent poser cela. Maintenant, vous avez soulevé une question très importante et que mon cher ami a souligné avec le sommet Inde-Afrique, avec la présence de la Chine. Mais moi, je suis parfaitement en phase parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. Je suis président de think tank. Il y a Elikia Mbokolo, qui n'est pas n'importe qui, directeur de l'EHESS, qui quand même a parlé de la francophonie économique en disant attention, il ne faut pas que ce soit le dernier avatar du néocolonialisme. Mais
effectivement, ça a pu rebuter des gens. Il a eu la réponse de Lionel Zinsou qui a parlé d'une vision datée et dépassée et d'autres. Mais je suis plus sur la ligne donc de Farid Toubal qui a écrit donc dans Impact de la langue sur le commerce international, qui dit effectivement la francophonie peut sans doute stimuler les relations économiques, mais il n'est pas sûr qu'elle nous fasse gagner des points de croissance. Et comment on gagne des points de croissance dans la prépondérance de la France en milieu francophone? C'est rédhibitoire de le dire, c'est la prépondérance de la France et des pays du Nord quand même, je pense au Canada, je pense à la Suisse et à la Belgique. Comment on met tout ça en synergie tout en prenant, mais vous avez parfaitement raison, on le dit, c'est à nous et nous seuls, pays africains, de prendre les devants, de faire de la stratégie, de l'intelligence économique, de dire, là où nous allons aller au ministère français des Affaires étrangères, il y a un sommet qui s'appelle francophonie économique, dans lequel nous avons quelque chose à prendre, nous avons quelque chose à amener. Mais quoi et comment? Parce qu'à ce que je sache aujourd'hui, nos autoroutes, c'est les Français qui les gèrent, je ne vais pas citer d'entreprise, nos entreprises là-bas, mais à ce que je sache, je ne connais pas un aéroport en France dirigé par une société africaine. Je ne connais pas une autoroute aujourd'hui gérée par une société africaine. Je ne connais rien de ce qui peut représenter stratégiquement la France, où on retrouve l'Afrique en gestion, ce qui est tout à fait le contraire. En résumé, et pour finir sur ce point, je dis que la francophonie économique ne doit pas être juste une stratégie de la France qui est prépondérante dans l'espace géopolitique mondial francophone pour arrêter ou stopper ce qu'on peut appeler l'envahissement de la Chine et de l'Inde en Afrique. Et parce que c'est très important les concepts, si ça c'est fait de façon intelligente, de façon généreuse et vraiment avec la posture qu'il faut des pays africains qui doivent venir d'eux-mêmes et une vision claire de leur économie et de là où ils veulent aller en voyant comment mettre en place les partenariats publics-privés. Et effectivement, la francophonie, c'est une très belle promesse. Oui. Alfred, lors de la première édition du Forum économique de la francophonie à Dakar, on s'était fixé un certain nombre d'objectifs. On espérait notamment une francophonie plus puissante à plusieurs niveaux. Est-ce que ces objectifs vous semblent avoir été atteints? Je dirais, Graziella, que là, on n'est qu'un an après. C'est difficile de mesurer justement les. Moins sur la bonne voie. Si on est sur la bonne voie, mais ça se mesure encore là à plus long terme qu'à court terme, qu'à moyen terme, puisque entre les résolutions, c'est ça le problème au fond ces sommets, c'est que on a l'impression d'un empilement des résolutions, des propositions, mais on n'a jamais très concrètement la traduction effective en actes, justement. Et au fond, qu'on ait décidé de sortir des paroles pour arriver aux actes, pour ce deuxième sommet économique de la francophonie, c'est déjà un pas qui va dans le bon sens. Maintenant, sur le plan de l'intégration des femmes, par exemple, dans les systèmes politiques, économiques, sociaux en Afrique ou dans le monde francophone en général, ça c'est au fond, je dirais, il ne faut pas que nous confondions quand même une chose. La francophonie n'est qu'un cadre supranational qui fixe des objectifs, qui n'a pas énormément de moyens. C'est aux États de traduire sur le terrain ces objectifs-là de la francophonie. Et quand on sait aussi que ces États africains, puisque nous parlons de l'Afrique dans la francophonie, ces États africains sont aussi engagés dans d'autres objectifs de l'Union africaine, par exemple. Puis les objectifs de chaque région, sous-région africaine. Et puis dans des relations avec d'autres ensembles, comme on l'a évoqué, le sommet Chine-Afrique, sommet Japon-Afrique, États-Unis-Afrique. Tout dépend donc de cette capacité que devraient avoir les pays africains, l'Union africaine, à pouvoir mettre ensemble, mettre en musique toutes ces résolutions pour les traduire concrètement en actes. On a vu avec les objectifs du millénaire pour le développement, il y avait un certain nombre d'objectifs, la santé maternelle et infantile, la scolarisation, la lutte contre la pauvreté, etc. Des progrès ont été réalisés, considérables dans la plupart des pays africains, mais
ils n'ont pas atteint tous ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'on est arrivé à mi-parcours seulement. Il y a aujourd'hui ces objectifs de développement durable qui viennent se poser comme l'après-agenda 2015. Donc, ça demande effectivement, de la part des chefs d'État africains, beaucoup de volonté pour traduire en actes, puisque, au fond, la francophonie impulse une dynamique. C'est aux États de traduire cette dynamique, cette impulsion, très concrètement sur le terrain. Alors Mohamed, l'éducation ou encore les médias étaient entre autres les thèmes retenus pour cette deuxième édition du Forum économique de la francophonie. Ce sont là des éléments clés pour la mise en place d'un espace francophone fort, et surtout dans quelle mesure l'éducation et les médias peuvent aider à mettre en place un espace économique fort. Ils sont juste incontournables. Ce qu'il faut dire, je pense qu'il n'est pas assez dit quand même aujourd'hui dans le monde francophone, surtout à l'issue d'un forum comme ça, c'est qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait. C'est pour ça, je le répète, c'est le travail de Jacques Attali pour François Hollande et pour la France. Mais on peut ne pas s'interdire d'aller voir ce qui s'y est dit. Et dans ce travail-là, il y a quand même un scénario dont on ne parle pas. Attali parle très clairement d'un scénario de recul de la francophonie dans le monde. Et il donne des préconisations pour qu'on n'aille pas dans ce scénario. C'est parmi les scénarios qu'on a, il y a un scénario de recul. C'est-à-dire, il dit qu'à l'horizon 2050, nous pourrions avoir moins de francophilophones dans le monde qu'on en a aujourd'hui, et que, avec l'explosion démographique en Afrique, nous allons peut-être des pays africains ne pourront plus assurer l'apprentissage de la langue française. Donc, cela veut dire le réseau français diminue, cela veut dire que l'université française est moins attractive, et c'est Mathieu Pigasse qui en parle aujourd'hui au forum. Et tout cela pour dire qu'il faut d'abord prendre en compte que tout n'est pas donné, que c'est une promesse. Le levier, la francophonie en elle-même, avec son levier économique. Maintenant, ce que je voudrais rajouter, c'est de dire la francophonie économique, elle arrive après avoir construit la francophonie culturelle. Et c'est un acquis. Et avec Abdou Diouf et la grandeur de l'homme et sa dextérité politique, on a construit quelque chose qu'on peut appeler une francophonie politique avec la surveillance des élections et tout. Et donc, comme nous l'avons dit tout de suite en discutant hors antenne, effectivement, la francophonie économique, c'est une idée qui a été lancée depuis plusieurs années. Les gens qui en parlent aujourd'hui défoncent des fortes portes ouvertes. Mais pour qu'elle soit mise en place et pour qu'elle se mette en place, j'ai pas de doute. Parce que quand tu regardes McKinsey qui te dit qu'en 2020, nous serons 2600 milliards de dollars en Afrique, en PIB, et que dès 2030, nous aurons 50% d'urbanisation contre 40. En 2040, nous compterons 1,1 milliard de travailleurs. Pensez à ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Et en 2050, 2 milliards de consommateurs. Nous serons le premier marché, donc, mondial. Cela veut dire qu'on y ira. Mais je veux dire une chose, parce que moi, je me rappelle du sommet de la Baule en culture. Et à la Baule, la France avait dit par la voix de Mitterrand, la France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Et moi, j'ai un sens des rapports de force. La France, elle est prépondérante dans nos politiques publiques internes et extérieures. Et si elle a ce cap de faire sa croissance chez nous, il faut que nous y soyons préparés stratégiquement en politique publique et en solidité économique. C'est l'économie qui fait de la monnaie. Et pour finir, il y a une excellente nouvelle dans cette journée, à la journée de la francophonie, c'est que devant tout ce parterre, on a osé parler de la monnaie, qui est quand même un instrument pour une économie, et on en a parlé de façon officielle. Les présidents en ont parlé. Le franc CFA arrimé donc au franc et à l'euro. Je ne dirai rien parce qu'on ne peut pas ouvrir un débat là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qu'un tabou saute, qu'un écrou saute, et je pense que tout ça va dans le bon sens. Après avoir lancé des alertes, je tiens quand même à dire, je suis un partisan ferme de la francophonie économique. La seule question que je me pose, c'est comment elle va être faite et quelles sont les garanties qu'on nous donne que quand on y va, toutes les conditions donc seront réunies pour que l'information sur les instruments et sur les possibilités d'affaires soit partagée. Et ce sera le mot de la fin. C'est à présent la fin de cette édition spéciale à consacrer la deuxième édition du Forum économique de la francophonie. Alfred Shango Mohamed-Ly, merci d'avoir été avec nous, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette journée. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.